Sécurité en Afrique et puis la lutte contre le terrorisme, surtout que pour le compte de cette 8e édition, les événements, notamment dans le Sahel, ont davantage démontré l'impact que le terrorisme a donc dans cette partie du pays, ce qui a donné l'occasion pour de nombreuses personnalités venues de part et d'autre pour tenter de discuter, mais particulièrement pour cette 8e édition, la thématique portait notamment sur la souveraineté de l'Afrique en tant qu'une possibilité garante de mieux encercler ce terrorisme et de compter notamment sur elle-même, et puis également une question de stabilité afin de ne pas vaciller face donc au hors-la-loi. Toutes ces questions, qu'est-ce que cela pourrait clairement apporter, notamment à notre continent? Est-ce que l'on est sûr, loin notamment des discours tambour-bartang que nous avons souvent l'habitude de suivre, avoir quelque chose de concret? Près d'une semaine après la tenue donc de ce forum, nous tentons de voir l'impact que cela a eu à porter à l'Afrique, ou du moins, et depuis notamment que celui-ci a lieu du côté de Dakar. Mesdames, Messieurs, donc, bienvenue à toutes et à tous. Ce rendez-vous de votre événement, édition du 31 octobre 2022, le dernier jour du mois d'octobre avant d'entamer le 11e mois qui nous rapprochera de la fin d'année 2022. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Pour parler autour de cette actualité, nous avons donc comme invité pour le cas précis Souleymane Hamzat, consultant problématique, spécialiste des questions de sécurité et de protection, qui fait également office de constant dans nos émissions. Monsieur, bonjour, et bonjour également à tout le pays du Bénin et particulièrement à Cotonou où vous résidez. Bonjour, cher frère Florent, bonjour à la technique. Bonjour à la direction de For You Media. Nous entamons encore une fois vers la fin de cette année exceptionnelle. Et cette semaine sera une action pour les Camerounais, les Béninois et partants, tous les Africains. Très désagréable début de semaine. Bonne semaine à vous. Toutes les bénédictions divines nous accompagnent tout au long de ce jour. Voilà donc messieurs, nous avons pour thématique, nous sommes à une semaine après que le 8e Forum international de Dakar sur la paix s'est donc déroulé, et les thématiques qui bien sûr, aussi moins la thématique qui était proposée portait sur la souveraineté et la stabilité, et nous tentons de voir l'impact. Mais avant directement de rentrer dans la phase de l'analyse et tenter de comprendre, Souleymane Hamzat, je vous invite donc à suivre ce reportage qui a été réalisé par la rédaction de For You Media Africa, juste pendant la tenue de ce 8e forum du côté de Dakar. Après avoir invité en 2021 dirigeants et experts à replacer l'Afrique au cœur du monde post-Covid-19, le forum de Dakar entend maintenant pour cette édition appréhender la marche du continent à l'aune de profondes mutations géopolitiques, mutations dont les manifestations traduisent la vulnérabilité de l'Afrique. C'est dans ce contexte, et bien plus celui marqué par la crise russo-ukrainienne, et face aux menaces terroristes et des coups d'État répétés, que la 8e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité s'est tenue. Ce rendez-vous se présente dès lors comme la plateforme de réflexion et de recherche de solutions qui permet aux dirigeants et décideurs africains de mieux asseoir la politique sécuritaire de leur pays. Et à ce propos, prenant la parole lors de son discours d'ouverture, le président sénégalais, par ailleurs président des assises de l'Union africaine, son Excellence Macky Sall, a relevé le fait que les Nations Unies, à travers ces organisations classiques, ont démontré ses limites face au terrorisme en Afrique. Les opérations classiques de paix des Nations Unies ont montré leurs limites. Nous n'avons rien contre le système des Nations Unies, c'est notre système. Et je pense que ce forum, au fil des ans, a eu à prouver qu'il est temps de changer la doctrine. Des casques bleus attaqués jusque dans leur propre base, sans capacité significative de riposte, ne peuvent assurément pas protéger des populations menacées par des groupes terroristes. Il relève par ailleurs que l'inertie du Conseil de sécurité des Nations Unies dans la lutte contre l'insécurité en Afrique porte en elle-même la déchéance du multilatéralisme. Et comme solution à la situation, Macky Sall propose de changer la doctrine des opérations de paix. Pourquoi, et en toute vérité, nous devons changer la doctrine des opérations de paix
il convient de mettre à jour en intégrant pleinement la lutte contre le terrorisme, y compris en Afrique, dans cette nouvelle philosophie des Nations Unies. Aussi, en vue d'assurer la souveraineté et l'indépendance vis-à-vis de l'extérieur face aux menaces terroristes, l'Afrique doit rendre opérationnelle la force africaine en attente, fait savoir le président de l'UA. Il urge pour nous de rendre opérationnelle la force africaine en attente et de financer de façon plus adéquate le fonds de paix de l'Union africaine. Nous ne pouvons pas compter toujours sur le financement extérieur pour assurer notre propre sécurité et bâtir une architecture de paix viable. En fermant dans ses portes le 25 octobre 2022 au Sénégal, le Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité devra tenir son pari à l'effet d'être cet incubateur aux côtés des organisations classiques de l'Union africaine pour permettre à l'Afrique de s'assumer face aux défis et menaces sécuritaires. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Suleiman Hamzat, avant toute chose, je voudrais vous poser la question de savoir, nous sommes à la 8e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité. Quel avis faites-vous de cette plateforme? Écoutez, des plateformes de ce genre, il y en a toujours eu. Il y en a eu de manière régulière à travers que je déplore dans la mise en place de cette plateforme, c'est qu'on l'a rendu public. Les problèmes liés à la sécurité, à la protection, surtout à la lutte contre à nombre etc. Mon avis, je pense qu'au regard de ce qui se fait ailleurs, vous ne verrez pas des forums de ce genre se tenir dans les pays occidentaux. On ne vient pas exposer des méthodes, des dispositions par lesquelles on devrait tenir compte de la sécurité de notre État devant les caméras et surtout pas dans les forums. Ce sont des affaires qui sont des affaires d'État qui sont réservées plus précisément et particulièrement à ceux qui sont formés pour le métier de la sécurité et partant, à titre d'information, peut-être relever quelques points qui concerneraient les populations. Je trouve un peu, pas trop catholique que ce forum se tienne à ciel ouvert et surtout que les décisions prises de ce forum-là soient publiées à tout bas. Cela pourrait faire l'apanage, cela pourrait être une opportunité, une aubaine pour ceux qui ont tendance pour l'opportunité de déstabiliser nos États, de saisir de ces conclusions-là d'une part et d'en faire usage d'autre part. C'est dommage qu'on tienne un forum aussi important à mon vision. Et pour ma part, j'espère que les années à venir, non seulement le forum sera restreint, il y avait plus de 350 participants, mais cela devra faire exclusivement l'objet de ceux qui en sont formés et qui devaient en premier, n'est-ce pas, en discuter, c'est-à-dire nos différentes armées, nos différents services de renseignement et surtout ceux dont la capacité et l'intelligence pour nous faire ce secteur-là. Si on vous comprend donc bien, Suleiman Hamzat, vous posez le problème notamment du caractère organisationnel de cet événement, mais est-ce que, en termes notamment de cérémonie, que ce soit d'ouverture qui puisse ouvrir un pan, notamment, on va dire, aux populations qui doivent en être au courant, vous estimez qu'un tel rendez-vous devra se faire à huis clos, sans toutefois au moins que les médias puissent avoir une idée ou que ce soit tout simplement un compte rendu qu'on puisse leur faire? Écoutez, les questions liées à la sécurité, à la protection sont des questions de haute sensibilité. Et partant, c'est pas sur des forums de ce genre ou des forums de ce genre qu'il faut venir exposer, n'est-ce pas, la méthode, les méthodes ou les manières dont vous devez procéder vos états. Je trouve un peu inadéquat
parfois que ce genre de sommet-là, c'est un mondial. Nos responsables politiques, quand il s'agit de gérer le budget étatique, par exemple, ils ne viennent pas à mon dos pour vous dire comment votre argent est géré. Pourquoi pas le type de sécurité un peu plus fort que sans sécurité, il n'y a pas d'économie ni de stabilité politique. Donc la sécurité et la protection, voire même la lutte contre le terrorisme, ce pas des choses qui se discutent en deux. Et revenons donc à ce qui concerne le forum en lui-même. Il intervient, on parle d'un contexte notamment de la crise ukrainienne qui a eu son impact et la période post-Covid, mais beaucoup plus la montée avec le phénomène du djihadisme aujourd'hui qui se pose davantage sur la partie du Sahel et puis de manière générale sur l'Afrique qui est dans une question d'insécurité. À ce cadre précis, la tenue du forum international de Dakar sur la paix et la sécurité tient-il pour le forum son contexte ou bien sa raison d'être afin de tenter d'apporter des éléments de réponse ou bien une sorte d'incubateur en termes notamment de réflexion, de recherche de solutions pour encadrer ou sinon sécuriser l'Afrique? Je pense que c'est plutôt dans le cadre de recherche d'incubateur, comme vous l'avez dit. Je juge ce forum-là pour le politicien. Il n'est pas stratégique, il n'est pas technique. Technique en ce sens-là que, vous voyez, dans cette salle-là, il y a même des participants, je crois qu'ils n'ont pas de place dans cette salle. D'autre part, vous verrez aussi que bon, le langage des discours du président Macky Sall, c'est déjà l'âge là de ce genre de discours où il fait semblant de défendre l'Afrique. Mais dans ces actes, on est loin de la réalité. Il reconnaît à juste titre, et ça je félicite, mais soit l'échec du système des Nations Unies en termes de sécurité et de défense. Ouais, il demande à ce qu'on revoie un peu ce système de gestion, pas il souhaiterait voir inscrire le terrorisme, pas en lettres d'or, sinon en caractère d'imprimerie, dans les nouvelles thématiques qui vont arriver dans le futur. Le terrorisme ne frappe depuis 2014 en Afrique. C'est pas en 2022, là, maintenant, qu'il faut commencer par y réfléchir. Il devait le faire depuis l'époque. Et enfin, parle des financements. Ça, c'est le plus gros problème qu'ont connu, n'est-ce pas, tous ces gens de forums, n'est-ce pas, qui, ma foi, sont des feuilles de chou. Des feuilles de chou, à mon avis, et je vous donne un exemple. Prenez le cas du G5 Sahel. Quand le G5 Sahel a été créé par le feu maréchal il était question en premier d'aller vers la recherche de financement. Vous savez quelles ont été les promesses faites par ceux-là même qui se sont transportés chez nous et qui se sont érigés, n'est-ce pas, en armée d'occupation. D'ailleurs, quelles promesses n'ont jamais été tenues à la mort et même en dehors, en deçà, n'est-ce pas, de l'assassinat crapuleux du maréchal. Le deuxième problème, c'est la formation des hommes. Est-ce que vous avez déjà des mémoires, vous et moi avons déjà vu, n'est-ce pas, respecter le calendrier qui avait été tracé et qui faisait objet de feuilles de route pour la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Et vraiment, il fait de main de mettre d'œuvre par le maréchal. En troisième position, vous verrez au niveau du matériel, ce sont nos armées elles-mêmes qui se déplacent, n'est-ce pas, avec le partage national pour aller sur des théâtres d'opération internationale. Ce qui est inadmissible. Si vous affaiblissez votre système de défense en interne, de manière exogène, ce n'est pas en externe que vous allez pouvoir combattre le fighting qui est un système d'approvisionnement matériel adéquat, bien défini, en temps, n'est-ce pas, et en matériel. Le dernier point, c'est de constater que la décision politique au niveau de l'Afrique n'est jamais respectée. En matière de défense et de sécurité, vous voyez qu'il y a même des journaux ici pour les journaux, c'était le cas de l'Afrique de l'Ouest sur le renseignement, la coordination du renseignement militaire.
dans la sous-région, un forum qui s'est tenu, qui a réuni, n'est-ce pas, dans les ténèbres. Quand je dis dans les ténèbres, tout caché, n'est-ce pas, c'était juste une bande-annonce et puis quelques images, n'est-ce pas, qui sont passées sur nos antennes télévision. Tout ce qui a été dit, débattu, ça fait dans le cadre réglementaire, c'est-à-dire à l'ombre des caméras. Vous savez qu'il y a eu des décisions qui ont été prises. Il est une chose de prendre des décisions, il est une seconde de les mettre en application. Où en sommes-nous? Vous voyez, toute cette thématique-là nous laisse un peu perplexes et nous font croire qu'on est plutôt dans le dilatoire politicien que dans la réalité. Plutôt dans législatoire politicienne que dans la réalité. Vous avez évoqué le cas, par exemple, du G5 Sahel, mais quand on vous écoute beaucoup, vous parlez qu'il y ait la coordination qui devrait forcément être faite. Je voudrais tout de même jeter un regard. Le Sahel, par exemple, avec le G5 Sahel, vous avez évoqué la fois dernière deux types de G5 Sahel. Aujourd'hui, il y a également notamment une mission de haut niveau de sécurité qui devra travailler sur cette zone. D'ailleurs, celle-ci est portée par l'ancien président nigérien Mahamadou Issoufou, qui a rendu visite le 27 octobre dernier au palais de Koulouba, le colonel Assimi Goïta, président de la transition du Mali. Qu'est-ce qui fait un problème? C'est un cas d'information pour qu'on parvienne justement à mieux porter une question terroriste. On a par exemple cette zone-là, on a également aussi la zone par exemple de presque au niveau de la corne de l'Afrique, au Soudan, où des choses se passent un peu difficilement mal. On a le cas notamment en Somalie, où il y a toujours cette question de guerre, vers le cas du Rwanda, République démocratique du Congo. Est-ce que ce sont les organisations sous-régionales qui devraient penser à une question de mutualisation des forces de coordination, où il faudrait clairement, comme vous parlez d'une question de formation, que ça devrait commencer à l'intérieur des États, que les États pensent d'abord à une question de sécurité, avant toutefois de pouvoir se lancer sur un plan régional pour tenter notamment de préserver la côte. Trois remarques très importantes sur votre question. La première, c'est cette thématique-là, n'est-ce pas, de recherche de solutions liées à la protection et à la sécurité par nos propres États. C'est-à-dire qu'il faut partir de l'embryon pour monter vers le sommet. Si vous avez un humanitaire lié à la sécurité, à la protection, que vous ne réglez pas, c'est pas dehors que vous direz faire les champions de la protection de la sécurité. Partant, chaque État, disons même pour redescendre complètement à la base, chaque village, chaque quartier de ville, chaque ville et chaque département de nos pays doivent avoir un plan sécuritaire selon les enjeux économiques et politiques de chaque région. Et partant, avoir une politique d'ensemble nationale. Laquelle politique nationale doit pouvoir être débattue, et là je passe au deuxième cas, et au niveau de la sous-région. Quand vous voulez débattre des problèmes à la sécurité, à la protection au niveau de la sous-région, vous avez des organisations telles que, n'est-ce pas, la CEDEAO ou l'UEMOA qui peut intervenir en matière de recherche de financement pour édifier, n'est-ce pas, la feuille de route qui a été certainement, ou qui sera certainement mise en place par le chef d'État. Tout cela ne se discute pas en monovision. Il faut des gens aguerris, des gens responsables, professionnels dans le métier, qui puissent venir dire à nos chefs d'État, qui d'ailleurs ne détiennent pas la science infuse, quels sont les voies et moyens par lesquels ils gagnent. Mais est-ce que vous pensez que ces gens-là sont pas équipés? La question se pose. Et enfin, le troisième cas, qui est celui-là du continent. L'Union africaine qui s'échine à créer une armée, serait-ce que une forte intervention depuis plus d'une vingtaine d'années, n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas du fait de son incapacité notoire à s'autofinancer. Et je vous ai donné ici sur plusieurs émissions la capacité pour nous, n'est-ce pas, de nous autofinancer. Je vais me répéter pour les téléspectateurs de Foyer Média, n'est-ce pas, puissent nous entendre. Prenons, pour exemple,
Le cas du pétrole, des pays qui sont, n'est-ce pas, producteurs de pétrole. Et je prends le Nigeria à côté. Vous savez combien de conteneurs de barils de pétrole sortent du Nigeria par mois? Alors, allons extraire 0,001%, n'est-ce pas, de Souleymane Hamzat. Souleymane Hamzat, pardon, vous allez continuer avec ce troisième point, cet exemple du pétrole. On a un appelant depuis la France, Marc, qui voudrait intervenir. Je voudrais qu'on puisse le prendre. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, et je voudrais intervenir sur ce débat-là, sur la sécurité en Afrique. Allez-y. Le débat me plaît très bien. Et je voudrais dire au premier point que nos armées en Afrique sont mal équipées, sous-équipées depuis plus de 60 ans. Et en matière de terrorisme actuellement, en tout cas, nous n'avons pas les moyens militaires pour pouvoir vraiment combattre comme il le faut. Même nos armées sont, les militaires eux-mêmes ne sont pas équipés comme il le faut pour aller combattre ces djihadistes qui sont installés par les multinationales pour pouvoir piller en tout cas nos sous-sols. Et puis deuxièmement, nous avons de faux partenaires. Par exemple, nous voyons que le sous-équipement de notre armée depuis 60 ans avec notre partenariat avec la France n'est pas vraiment adapté. J'ai vu qu'il y avait eu un débat sur une chaîne au Burkina où l'ambassadeur, M. Alad, voilà, il disait que depuis que c'est parce que les militaires burkinabés ne sont pas bien équipés, c'est pour cela qu'ils ne peuvent pas combattre le djihadisme, qu'il faut que la France reste afin de pouvoir les former. Et il y a un des intervenants qui a posé la question de savoir, mais depuis 60 ans que nous sommes partenaires avec vous, vous n'avez pas pu nous équiper comme il le faut, c'est maintenant que vous allez pouvoir réformer notre armée. Voilà, c'est des questions comme ça, vous voyez que c'est vraiment déplorable. Et la troisième chose dont je voulais parler, c'est notre sécurité ne doit pas être sous-traitée. Voilà, notre sécurité ne doit pas être sous-traitée parce que c'est pas un autre pays qui va venir, en tout cas, nous sécuriser nous-mêmes, tu vois, nos États, ou bien notre sous-région. Il faut que notre sous-région elle-même, avec tous les habitants de cette sous-région-là, nous puissions être nous-mêmes notre gendarme dans notre sous-région. C'est vraiment important. Voilà. Et la quatrième chose, c'est parce que nos agences de renseignement ne sont pas adaptées. Chacun travaille individuellement dans son pays. Ça devait être une agence de renseignement transfrontière. Et au lieu d'être individuel, toute une sous-région, regardez le Grand Nigeria par exemple. Est-ce que le Grand Nigeria, en matière de Boko Haram, compose avec le Cameroun, compose avec le Niger, compose avec le Togo, ou bien je ne comprends pas. Pourquoi chacun veut travailler chez soi? Et que quand les gens sont en train de combattre ces faux djihadistes-là, et ces djihadistes-là, lorsqu'ils voient qu'ils sont en difficulté, ils s'en vont dans un autre pays se reformer pour venir attaquer. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos agents de renseignement eux-mêmes ne sont pas vraiment fiables comme il le faut. Et la cinquième chose dont je voudrais ajouter, que dans nos rencontres de sécurité de ce genre qui s'est passé à Dakar, nous ne devons pas avoir les Européens avec nous. Non. Les Occidentaux ne doivent pas assister à ces genres de réunions et ça ne doit pas être à grande échelle où tout le monde voit sur les antennes tout ce que nous disons. Non. Ça devait être des choses discrètes et décidées discrètement. Quand ils font leur réunion ici sur la sécurité, ils n'invitent pas les Africains.
Ils n'invitent pas les Japonais ou bien en tout cas les Asiatiques. Non. Ils le font entre eux pour la sécurité de leur pays. Mais pourquoi vous voulez de leur continent, du moins, pourquoi vous voulez que sur notre continent, nous puissions faire nos réunions pour notre sécurité, nous invitions les autres des autres continents? Mais moi, je ne comprends pas. Ce discours de M. Macky Sall, c'est un discours, c'est vrai, c'est un discours qu'il a fait, mais il se trouve que ce n'était pas approprié. C'était pas approprié. Voilà, il faut que ces discours-là, ces gens de discours se fassent entre nous pour que nous puissions prendre des décisions pour pouvoir réellement sécuriser notre continent. Nous avons des ressources énormes et nous sommes dans une pauvreté aussi carente. Vraiment, moi, je comprends pas. Je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas pourquoi ces gens de réunions, on peut inviter toujours des Européens. C'est vrai, nous sommes dans le pays d'Europe. Moi, je vois un peu tout ce qu'ils font ici. Mais il se trouve que ces gens-là, ils font des réunions secrètes. Ils n'invitent jamais des Africains. Ils veulent même pas que même d'autres Européens même puissent venir écouter ce qu'ils disent. Voilà. Mais pourquoi nous invitions les Européens à nos réunions? Moi, la dernière fois, j'ai été outré de voir qu'il y avait tous les Blancs là qui étaient là-bas et ils disent que nous sommes là en train de sécuriser un continent. Mais attends, mais vraiment, moi, je comprends pas. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Merci à vous, mon cher Marc, pour votre contribution. Souleymane Hamza, je voudrais que vous réagissiez. Je vais souligner quelques points que notre appelant a évoqués avant de revenir certainement sur le cas que vous parliez des 3 points prenant le pétrole pour le Nigeria. Peut-être son appel ou ses points pourraient davantage essayer d'élargir votre analyse tout à l'heure. Il a parlé, tout comme vous en premier, d'une question notamment de financement et puis de formation. Il a évoqué aussi un autre point qui est celui notamment de l'absence d'une coordination en termes d'information qui devait être transfrontalière. Il a évoqué un autre point qui est également dans le sens notamment de mieux asseoir des coordinations militaires pour tenter de faire affront notamment à la question terroriste. Tout comme vous à la fin, il a évoqué un point très important, la non-médiatisation du moins à grande échelle, mais bien plus, il a évoqué la non-présence ou bien l'absence notamment des Occidentaux à prendre part à ces rendez-vous, car cela risquerait un tout petit peu rendre mitigé le travail qui est fait en fond. Il n'y a pas de raison ici de pouvoir traduire les spectateurs, n'est-ce pas, l'appelant. Il a réuni, n'est-ce pas, tous les propos que j'ai tenus à l'entame de cette émission. Vous ne parlez pas de sécurité, en mondovision. C'est prendre des gens pour des trucs de tout. D'autre part, vous venez, franchement, alors on peut aborder la sécurité. Je ne viens pas, n'est-ce pas, chez vous, pour vous m'étaler comment, quel type de prêt vous permet de voir, quelles sont les dispositions sécuritaires que vous prenez chez vous, pour que le voleur n'y rentre pas. Et surtout, ne pas aller le faire à la face du monde. Vous informer le voleur de comment il doit rentrer chez vous. Souleymane Hamza, permettez qu'on vous interrompe encore. Un autre appelant en ligne. Certainement, la question sécurité nous intéresse beaucoup. Monsieur Tchala, depuis la capitale Yaoundé du Cameroun. Bonjour. Bonjour monsieur. Oui, le problème de l'Afrique, c'est la France. On a beau parler de tout temps. C'est la France qui crée de la merde en Afrique. Nous devons chasser les bases militaires françaises en Afrique. Pourquoi nous, les Africains, nous sommes autistes, nous ne comprenons pas. Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Est-ce que les armées africaines ne sont pas capables de défendre l'Afrique? Prenons l'exemple du Cameroun. Au Cameroun, on a formé l'OBI. L'OBI couvre, l'OBI défend le Cameroun, s'il vous plaît. Hein? On a des gens bien formés. Que fait la France? La France est là pour servir ses intérêts. Hein? Pourquoi autant de discours? Chasser les bases militaires françaises en Afrique, l'Afrique aura la paix.
L'Afrique n'a jamais aimé l'Afrique. La France n'a jamais aimé l'Afrique. Ce que nous devons faire, arrêtons le long discours. Vous comprenez? Le premier ennemi de la France, de l'Afrique, c'est la France. Tous les problèmes de l'Afrique, c'est la France. Ils détiennent nos monnaies. Ils détiennent notre défense. Alors, pourquoi nous devons toujours être des assistés? Alors que nous avons des sommités, nous avons des gens valables. Pourquoi? Arrêtons tous ces débats-là. Chassons la France, vous allez voir que l'Afrique va s'émanciper. L'Afrique sera en sécurité. Vous comprenez? Qu'est-ce qui peut dépasser l'Africain aujourd'hui? Regardez les télévisions. Nous avons toutes les télévisions qui concurrencent leur connerie de France 24. C'est des Africains. Pourquoi au niveau de la défense, de la sécurité, je ne sais pas, de la monnaie, nous ne pouvons pas nous-mêmes les gérer? Alors, mes chers amis, vraiment, je suis désolé. Nous avons tous les stratèges en Afrique. Regardez déjà la valeur de nos intervenants. Ils disent tout, ils disent des bonnes choses. Mais nos dirigeants, vous savez que nous avons des dirigeants d'un certain âge. C'est des gens qui ont été complexés par rapport au blanc. Or, la nouvelle dynamique, la nouvelle jeunesse africaine n'a plus de complexe vis-à-vis du blanc. Comprenez ça. L'ennemi de l'Afrique, c'est la France. Le jour où on va comprendre cela, on sera en paix. Laissez la France faire ses manigances, traiter ceci, cela. C'est un mauvais pays. C'est un mauvais pays, mon cher ami. Vous comprenez? Merci, je m'arrête là. Merci à vous, monsieur. Merci à vous, monsieur Tchala, depuis Yaoundé au Cameroun. Souleymane Hamzat, vous avez la parole. Merci à vous. Je viens d'intervenir sur le. J'étais en train de vous faire le point de ce que disait le premier intervenant. Il parlait de la coordination du renseignement. Je vous ai dit qu'il y avait des réunions qui se tenaient au niveau de la coordination du renseignement, mais personne n'entend parler. Ce sont des choses qui se font, n'est-ce pas, dans les règles de l'art. Et pour preuve, je voudrais lui dire qu'au niveau du Bénin, par exemple, dans le cadre du crime transfrontalier, de la haute criminalité, c'est à l'issue de ce genre de forum, n'est-ce pas, tenu secret, qu'a été créé par exemple la force Takwata, que nous connaissons au Bénin, qui est une force transfrontalière entre le Nigeria et le Bénin, qui permet d'une part d'intervenir, qui donnait possibilité à cette force-là d'intervenir sans aucune autorisation côté du Nigeria. Quand je dis sans aucune autorisation, c'est connu des autorités de part et d'autre, mais qui avait cette latitude à intervenir de manière prompte, mais soit et rapide, sur un certain nombre d'opérations visant la grande criminalité. Vous avez aussi, n'est-ce pas, du côté de la frontière togolaise, en même temps, il y avait aussi ce genre d'opération qui se menait en coordination avec les autorités togolaises. Donc, tout ne peut être peint en noir. Et en venant au second intervenant, mais lui, je lui donne à 100% raison. Mais il y a bien sûr derrière tous ces actes-là, n'est-ce pas, quelqu'un qui se cache. Et celui-là, il est énormément connu. On sait, d'ailleurs, allez voir aujourd'hui au niveau des Nations Unies les raisons pour lesquelles il est refusé au Mali de rapporter les preuves de ce que la France arme et finance le terrorisme au Mali. Donc, vous voyez, on est dans un dilemme qui ne nous permet pas, n'est-ce pas, d'avancer, du fait que nos dirigeants sont complètement obnubilés par, n'est-ce pas, les promesses fallacieuses qui leur sont faites par ces mêmes-là qui viennent armer et financer le terrorisme en Afrique. Mais je voudrais, au-delà de ceci, vous faire part d'un certain nombre de dispositions prises par le Centre de haute étude de défense des sécurités en Afrique. N'est-ce pas? Ce centre-là qui a fait des propositions concrètes sur lesquelles d'ailleurs on ne voit pas nos gouvernants, n'est-ce pas, réfléchir. Le partenariat institutionnel, par exemple, doit être fait de manière à ce que nos autorités aient une synergie d'action. Et je déplore là que malheureusement encore, on vient annexer à cela la France, le Japon, l'Arabie Saoudite et la Chine. Il y a le deuxième débatteur nous disait, et le premier aussi, avec
les intervenants, du moins, nous disaient qu'il fallait éviter, et je suis entièrement d'accord avec eux, cette intrusion-là, n'est-ce pas, des gens qui sont étrangers, non seulement à la politique de notre pays, à la gestion de la cité, et partant à nos prises de décision, on a comme l'impression qu'on vient nous imposer de facto, n'est-ce pas, une manière de faire de la politique, des politiques de sécurité un dictat. D'autre part, mais, il faut réfléchir quand même aussi à la réforme des systèmes de sécurité en interne, je vous en ai parlé au début. Si vous n'avez pas une politique cohérente de lutte contre le terrorisme et en amont de formation des hommes, d'équipement et de financement, vous souffrez que votre pays soit face aux affres de l'insécurité. Et l'insécurité, elle est diversifiée. Ça peut être une insécurité liée à la criminalité. L'insécurité, elle peut être monétaire. L'insécurité, elle peut être sanitaire. L'insécurité, c'est un domaine assez vaste. Vous voyez? Et malheureusement, les pays francophones en particulier, jusqu'à là, n'arrivent pas à prendre le taureau par les cornes pour mettre un terme, n'est-ce pas, de manière rigoureuse à ce genre de dictat, qui d'ailleurs, à travers les 11 accords coloniaux, et plus particulièrement à l'alinéa 5, nous impose que tout ce que nous devons faire sur le plan sécuritaire et militaire doit être connu de la France. Je crois savoir qu'il y a un État qui s'affranchit, un ou quelques États qui s'affranchissent de ce dictat-là. Je vais citer le Mali du colonel Assimi Goïta, qui le fait avec brio. Et enfin, je voudrais m'appesantir sur les spécificités organisationnelles du système de la police et de la gendarmerie. Il faudra retourner, on n'invente pas la roue. Chez nous au Bénin ici, on a fondu les deux corps. On en a fait une qu'on appelle la police républicaine. Mais ailleurs, la gendarmerie est celle-là, n'est-ce pas, qui s'occupe des zones périurbaines. Et la police, elle est en ville, elle s'occupe des problèmes liés à la cité. Donc, en étant avec les côtoyants, les citoyens, n'est-ce pas, de ville, de manière quotidienne. Il faudra qu'il y ait des spécificités, n'est-ce pas, de formation liées à l'environnement, au cadre et à la manière de procéder. J'ai vu une image que j'ai postée d'ailleurs sur ma page hier, qui était aberrante. Vous savez que les populations devaient être les collaborateurs ou collaboratrices, dirais-je, n'est-ce pas, des systèmes de renseignement en termes d'indic. Mais j'ai vu des images là, sur ma page où c'est un certain nombre de policiers sont bien sûr un citoyen, mais qu'ils tabassaient à tout va. Il y aurait eu un soulèvement là que bon, ça pouvait dégénérer. La police n'est pas là pour frapper les citoyens. Elle est là plutôt pour les encadrer, pour les éduquer. Mais allez comprendre si nos policiers aussi sont formés à ce genre d'exercice. Je vous donne un exemple particulier. La gestion de la sécurité routière. Combien de policiers connaissent sur le code de la route? Alors, vous voyez, c'est un exemple partant parmi tant d'autres. Donc, il me faille maintenant retourner aux fondamentaux, aller dans un cadre un peu plus régulier et surtout mettre dans les oreilles de nos forces de défense et de sécurité que les populations ne sont pas les ennemis. Elles feront mieux, n'est-ce pas, d'avoir une collaboration avec celles-ci, quitte à ce qu'elles passent sous le sceau d'indic, parce que dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, par exemple, dénoncer un intrus qui n'est pas connu du village, et c'est aussi une source d'information. Identifier un véhicule qui soit passé plein d'armes ou bien de machins, c'est une source d'information. Et ceux qui sont formés pour, n'est-ce pas, le partage, n'est-ce pas, et l'orientation, d'abord l'étude et l'orientation de ces informations, en vue des décisions qui seront prises par le chef, devaient faire leur job.
Avant peut-être de pouvoir prendre quelques messages en commentaire de certains de nos internautes qui nous suivent, il y a un appelant qui a fait le cas depuis Yaoundé, quoi, M. Tchala. Il a évoqué par exemple une unité spécialisée dans les combats au Cameroun, parlant peut-être du système de défense camerounais. Vous qui êtes un constant, j'ose quand même croire qu'au regard de, parmi les regards que vous jetez, notamment sur le continent et puis les forces, il a évoqué le BIC qui était appelé généralement le bâton d'intervention rapide, une unité spéciale donc qui a été créée par la présidence de la République avec des instructeurs qui sont venus notamment d'Israël parce que le premier commandant venait de là-bas et qui assure donc les missions même au niveau de la frontière de sécurité. C'est cette mission-là qui généralement va prêter soutien aux pays qui sont rapprochés. Mais pour le cas du Cameroun, par exemple, pour y jeter un regard, vous avez parlé de la gendarmerie, de la police tout à l'heure. On se rend compte que toutes ces unités ont chacune au sein d'elles une unité spéciale ou bien spécialisée qui peut affronter la question terroriste. Il y a dans le cas de la police ce qu'on appelle notamment le GSO, le groupement spécial d'opération. On a qui est pratiquement dans ce sens-là. Les autres unités vont dans le cas notamment des petits bandits de route, l'équipe spéciale d'intervention rapide, vous en avez à côté. Vous avez également une autre qui fait office notamment de la police anti-émeute. Dans la gendarmerie, vous avez ce qu'on appelle le GEPIC, qui est le groupement d'opérations sur le terrain. Est-ce que une telle idée pourrait par exemple davantage permettre au pays d'avoir une meilleure lecture défensive sur le plan national et plus encore pour tenter de prêter main forte au niveau notamment des régions ou bien des parties sous-régionales pour une certaine coordination? Écoutez, pour ce qui est d'abord du Cameroun, vous savez que le Cameroun est une grande nation en matière de sécurité et de protection. Vous avez cité, n'est-ce pas, le GSO, vous avez cité une unité d'intervention de la police, vous avez parlé du BIR qui est au niveau des forces de défense. Mais il faudrait que je vous dise que cela est dû, n'est-ce pas, au carnaval, à la feuille de route qu'a mis, n'est-ce pas, le supplier, non seulement le patriarche président Biya, mais d'autre part, les enfants du Cameroun, ces forces armées du Cameroun qui sont fiers d'appartenir à ce genre d'entité pour lutter contre non seulement la grande criminalité, d'une part, la cybercriminalité, et d'autre part, les attentats terroristes. Et vous voyez par quel brio le BIR s'impose, n'est-ce pas, au niveau du Cameroun, sans un apport extérieur. Quand je dis apport extérieur, je veux dire participation extérieure. Le BIR, au sein du BIR, vous n'avez pas des unités de collaboration comme Barkhane, Takuba ou je ne sais quelle autre unité fantomatique. Il s'agit là de copier sur l'exemple, n'est-ce pas, du Cameroun. Et partant, regardez à côté, vous avez le même système au niveau du Tchad, sous le maréchal de Pito. Et lui-même, il était au front, il a prouvé à la face du monde que nous pouvons, n'est-ce pas, combattre le terrorisme, la grande criminalité. Il a fait ses preuves. Malheureusement, bon, le sort a décidé de ce que nous avons connu. Il faut bien mourir de quelque chose, je vous l'ai toujours dit, mais il ne faut pas mourir comme un lâche. Il est tombé, les armes à la main, assassiné froidement. Et nous crions toujours qu'il faille une enquête qui vienne nous dire, n'est-ce pas, les raisons, les conditions dans lesquelles le maréchal est tombé au front. Donc vous voyez, c'est une manière de vous dire qu'il y a des États qui ont pris la responsabilité étatique et sécuritaire, n'est-ce pas, de parer à toute éventualité. Mais qu'en est-il de nous autres là qui tergiversons et pensons que c'est avec le monsieur venant de l'autre côté là-bas, qui d'ailleurs reste le financier principal et l'ordonnateur, n'est-ce pas, des actes terroristes sur nos sols, d'aller collaborer avec lui. Les intervenants ont raison quand ils disent qu'il faut bouter la France dehors. Et surtout, j'applaudis, n'est-ce pas, le gros de ma position, le deuxième intervenant qui parlait de, n'est-ce pas, l'inacceptabilité, n'est-ce pas, de l'installation des bases militaires dans nos États. Ça, c'est à saluer. Et je pense que tout Africain qui se réveille chaque matin, qui se rase dans sa toilette, va se dire, enfin, il va falloir que nous-mêmes nous réglons nos problèmes.
que nous réfléchissons, nous prenons des décisions par nous-mêmes. Et enfin, pour chuter, je reviens à mon intervention de tout à l'heure pour vous parler du financement, n'est-ce pas? De l'autofinancement sur la création des différentes forces et des équipements. Je vous donnais l'exemple du Nigeria, quelque part, qui produit, et il y en a beaucoup, il y a l'Algérie, il y a la Tunisie, il y a beaucoup de pays pétroliers, la Guinée équatoriale, qui pourraient on pourrait créer un fonds, n'est-ce pas, de réarmement, d'équipement, de formation à hauteur de 0,01%. Le Nigeria sort au minimum de 10 millions de barils de pétrole par jour. Multipliez-le au prix du baril de pétrole actuel. Vous voyez combien de zéros il y a derrière. Alors, allons enlever 0,01 et il y a beaucoup d'autres matières. Il y a l'or, il y a le coltan, il y a beaucoup d'autres minéraux qui sont vendus par nos États, dont les ressources auraient pu servir à créer un fonds, n'est-ce pas, une task force qui puisse nous permettre, n'est-ce pas, de financer et de lutter contre le terrorisme. Mais que font nos dirigeants par rapport à ça? Vous parlez du matin jusqu'au soir, ils ne vous écoutent pas. Ils sont dans une logique qui leur sont propres. Le problème, c'est de renouveler, n'est-ce pas, c'est de garder la balle en dribblant l'adversaire et en conservant la balle, n'est-ce pas? Ils sont plutôt dans la dynamique des deuxième, troisième, quatrième, cinquième mandat. Nous ne sommes pas contre si telle est que les dispositions constitutionnelles leur donnent le droit, mais d'autre part, il faut refuter, n'est-ce pas, cette attitude de laxiste qui consiste à croire que, bon, le discours politicien suffit pour régler les problèmes de sécurité. Les problèmes liés à la sécurité, la protection et la lutte contre le terrorisme sont un problème d'ensemble, un problème de coordination sous-régionale, un problème de financement et partant, un problème d'entente, n'est-ce pas, sous-régional au niveau de nos institutions. Où en sommes-nous? Vous constaterez que le constat est patent et latent. On a presque déjà, nous sommes à une dizaine de minutes. Ces messages que je vais lire en commentaire seront une réaction. Vous pourrez avoir une à 2-3 minutes et puis on sortira par une question de fin. Pour Adi Haman, la plus grande erreur, c'est d'attendre le financement du G5 Sahel. Le Tchad a apporté sa part normalement. Les autres devraient contribuer à la hauteur de leurs moyens, mais ils ont préféré, comme d'habitude, tendre la main, mais vers ceux-là même qui alimentent ces guerres. C'est demander aux poissons l'argent pour acheter la maison. Je crois que vous attendez longtemps. François Taoné, l'Afrique est un continent désarmé. Donc, réveillez-vous, vivre l'Afrique. François Taoné a encore souligné qu'il faudrait un complexe militaro-industriel africain en Afrique qui doit bien sûr être créé. Il y a également un autre intervenant, il s'agit El Hadil Fall, qui a souligné, il réitère une armée africaine qui peut gérer les intégristes africains. On n'a pas besoin de forces étrangères, mais d'autres partenaires pour la formation et des matériels de nouvelle génération. Au cas contraire, l'Afrique ne sera jamais sortie dans le piège qui dure maintenant 70 ans. Et Sabine Bernard qui ne comprend pas pourquoi toujours nous les Africains aimons inviter les Européens à notre réunion, n'étant pas capables de pouvoir eux nous inviter à chaque fois. On va terminer enfin avec Kwame Ano Billard qui dit chaque pays devrait mobiliser un minimum de 5000 soldats volontaires pour créer une armée panafricaine, collaborer avec les forces paramilitaires brésiliennes, colombiennes, mexicaines qui s'y connaissent dans la lutte au narco-banditisme organisé, les mafieux terroristes et autres. Ça suffit, la collaboration avec l'Occident qui, lui, est notre cancer. Réaction en 3 minutes sur Mme Zat. Écoutez, déjà, pour ce qui est de la mobilisation des hommes, je pense que l'Union africaine, dans le cadre de la création de cette force panafricaine qui devait lutter contre le grand banditisme, et contrairement à d'autres qui annoncent des unités anti-putsch, a pu mobiliser des hommes. Des hommes d'ailleurs qui sont en stationnement dans 3 pays que je ne révèle pas, mais qui attendent des financements. C'est ce que je dis, ils sont toujours là à aller logner chez le voisin, et ce qu'ils devaient faire pendant que les financements se trouvent sous leur pays. Je vous ai donné le cas du pétrole et d'autres minéraux dont les revenus auraient pu servir, n'est-ce pas, au financement et au réarmement de ces troupes. D'autre part, je ne pense pas, je ne suis pas trop d'avis avec certains qui pensent que nos armées ne sont pas bien équipées. Je pense qu'il y a une mauvaise utilisation du matériel et même
de crainte d'avoir ce type de matériel aux mains de soldats redoutables. Et on est là à penser plutôt qu'en leur donnant ce type d'armement, ils vont le retourner contre nous et le régime perdra la face. Ils sont plutôt, je vous donne le cas du Niger. Vous savez que le contingent le plus armé, c'est la garde républicaine. C'est celle-là qui a été formatée, n'est-ce pas, mise en place par le président Issoufou Mahamadou, qui d'ailleurs était au sommet de Dakar. Et c'est cette garde-là qui l'a gardé jusqu'à son départ. Je vous donne un deuxième exemple. Le RSP du Burkina Faso, sur Blaise Compaoré, qui était une armée redoutable, une armée dans une autre, qui était équipée, formée, mais à nul autre pareil. Vous prenez le cas du Tchad, vous voyez ce qui était autour du maréchal. Donc, je sais vous dire que on a oublié, on a mis de facto de côté nos armées nationales pour créer des forces particulières. Et vous verrez même que suite à ce que le maréchal a fait, beaucoup de présidents se sont initiés, mais dans le mauvais sens, en allant créer des gardes nationales partout. Des gardes nationales qui sont là plutôt à veiller à leur régime que de veiller aux populations. Donc vous voyez, c'est toute cette thématique qui nous amène à être perplexes. Et je donne raison à tous les intervenants, n'est-ce pas, qui, sur votre plateforme Facebook, sont en train de mettre, n'est-ce pas, ces problèmes, sont en train de mettre des idées ou des remarques sur cette thématique. Je crois savoir que l'Afrique peut se relever, n'est-ce pas, de ses cendres à travers ses fils. Nous avons les moyens de financer ou d'autofinancer la formation, l'équipement et surtout la mise en disponibilité opérationnelle des cadres militaires et partant de la police et de la gendarmerie. Et enfin, pour chuter, demander à toute la galaxie patriotique panafricaine, tous les Africains qui sont sensibles aux problèmes de sécurité, sans lesquels nous aurons l'insécurité, de se lever et souvent d'apporter, puisque nous ne détenons pas la science infuse, d'apporter, n'est-ce pas, au regard de toute l'actualité sécuritaire, des remarques, des propositions à travers ce genre de débat, d'intervenir au maximum afin que cela soit porté aux oreilles de nos autorités. Je remercie définitivement la direction de For You Media pour ce genre de thématique très sensible dans certains États. Et certains États n'aiment pas voir évoquer les problèmes liés à la sécurité, à la protection et au terrorisme. Je vous remercie, cher frère Laurent Ouaha, pour, n'est-ce pas, cette thématique particulière. Je remercie les techniciens de For You Media, sans lesquels nous serons vus, nous voyons que nous autres là, à travers, n'est-ce pas, la plateforme WhatsApp, grâce à eux, nous sommes vus aux quatre coins du monde. Bravo à eux. Et surtout au PDG qui n'arrête pas de fournir d'innombrables efforts afin que l'Afrique se réveille des ténèbres. Merci à vous, merci à nos téléspectatrices et téléspectateurs, merci à tous les intervenants, que les bénédictions divines soient très agréables chez nous. Merci à vous également, Souleymane Hamzat. On rappelle que vous êtes consultant en problématique du terrorisme, spécialiste des questions de protection et de sécurité. Bien des choses également à vous, surtout pour cette journée du lundi qui est toute particulière pour vous dans vos autres intimités, également avec la divinité, pour mieux être inspiré, pourquoi pas, partager avec nous ces différents éclairages qui pourraient donc aider notre Afrique à grandir. Voilà, madame, monsieur, nous mettons... Merci à vous, madame, monsieur, nous mettons un terme à ce rendez-vous. On va saluer une fois de plus madame Zat et tous ceux-là qui nous ont suivis depuis Bénin, le Bénin, notamment à Cotonou, où bien sûr il nous a appelé en tant qu'invité ce matin à Porto Novo, la capitale proprement dite. Il y a donc des vidéos à Kandi, beaucoup d'autres villes que je suis en train d'oublier, mais donc j'ai forcément les noms cachés quelque part dans le cerveau. Merci à la technique et ensemble notamment des appelants ainsi que des participants sur la plateforme Facebook en commentaire pour nous permettre davantage d'ouvrir le champ de cet aspect sécuritaire. L'Afrique devra grandir et nous sommes certainement sur le bon chemin afin d'assumer pleinement notre indépendance. Bon début de semaine à vous. Le monde bouge, l'Afrique aussi, figurez-vous que nous aussi. Juste derrière, prenez rendez-vous avec On remue l'actu.
Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde.